Oui, une intervention sur la règle 25 notamment, sur les schémas de cohérence territoriale, donc les SCOT des territoires littoraux qui intègrent les scénarios GIEC 2050 et 2100 pour anticiper l'évolution du niveau de la mer. Et donc, il est nécessaire, me semble-t-il, soit de proposer une autre formulation. Les documents d'urbanisme des territoires littoraux sont articulés aux stratégies de gestion des risques littoraux, ce qui est préconisé dans la règle 26, soit de supprimer cette règle 25. Je m'explique. Les territoires élaborent, vous le savez, leurs documents d'urbanisme. En les élaborant, en tout cas, ils seront confrontés à d'importantes difficultés techniques et financières de modélisation des scénarios GIEC. On devra faire des simulations. Ça nécessite des modélisations fines, très coûteuses, prenant en compte les énergies des masses d'eau et la mécanique des fluides. Les collectivités concernées et le GIP littoral, et c'est dommage que M. Lagrave ne soit pas là, ont déjà signalé au service de la région qu'il était vivement conseillé et souhaité de ne pas imposer cette règle trop contraignante. Vous avez eu tendance tout à l'heure à tempérer l'impact du SRADET. Je rappelle que ce SRADET est quand même opposable aux documents de planification, les PLU, etc., SCOT, et également on doit être en compatibilité. Donc c'est quand même un caractère coercitif. C'est un caractère très, très impactant de ce SRADET qui s'impose aux planifications, à nos différentes règles. Donc moi j'ai un exemple concret qui est sur mon territoire. On a les PPR, les plans de prévention des risques. Donc pour l'estuaire de la Charente par exemple, qui s'appuie déjà sur un aléa de référence. On prend en considération le changement climatique, ce qui est légitime, logique, et on prend en considération ce changement climatique à un horizon court, à un terme de 20 ans, de plus 20 cm du niveau marin et un élan de changement climatique à long terme de plus de 60 cm à l'horizon 2100. Et il s'agit d'une hausse du niveau au large et non à l'intérieur de l'estuaire. Et de ce fait, par rapport à Xynthia, un plus 60 cm au large donne un plus 40 cm à Rochefort, ce qui permet de pouvoir continuer à faire des choses. Donc aujourd'hui, l'aléa court sert à définir la constructibilité des terrains. L'aléa long sert à définir des prescriptions, la mise hors d'eau des constructions par exemple, des circuits électriques, etc. Et la règle 25, en imposant la prise en compte du GIEC 2100, aurait des conséquences importantes sur le développement des zones littorales, même en zone déjà urbanisée, et ne permettrait pas d'appliquer la règle de densification de mobilisation du foncier au sein des enveloppes urbaines existantes. C'est la règle numéro 1. Donc c'est en totale contradiction. Et le recul stratégique deviendrait la règle, et sur le territoire que je connais, qui est l'agglomération Rochefort-Océan, impliquerait de reconstruire en espace agricole, en terre haute. Donc franchement, ça ne va pas. Et soit on modifie la formulation, soit on supprime cette règle 25. Et c'est vraiment dommage que M. Lagrave ne soit pas là, car je pense qu'il aurait pu apporter un avis éclairé, notamment du GIP littoral sur cette question. Et dernier point sur lequel je vais intervenir, c'est la règle 33 et 34. Sur les documents d'urbanisme doivent intégrer les enjeux régionaux de continuité écologique à leur échelle en s'appuyant sur la trame verte et trame bleue. Cartographie des composantes en Nouvelle-Aquitaine. On a eu donc dans les documents une cartographie très importante et très rapidement, moi cette cartographie trame verte et bleue de la Nouvelle-Aquitaine qui a été envoyée, qu'on a tous, n'est pas très lisible. Elle intègre l'intégralité des territoires, en tout cas j'ai regardé mon territoire, ce qui est légitime, et tout le territoire est en trame verte, trame bleue, y compris les zones urbanisées, donc dans des zones de corridors diffus de biodiversité. Et la règle 34 précise dans sa rédaction, les projets d'aménagement susceptibles de dégrader la qualité des milieux naturels sont à éviter, sinon à réduire, au pire compenser. Je rappelle simplement, et j'en ai terminé, le code de l'urbanisme prévoit les 3 possibilités, mais sans préciser expressément de priorité pour chacune. Donc la compensation est donc loin de prévaloir en cas d'aménagement. Je crois que c'est ça qui est important, ce n'est pas que forcément de la compensation, on peut prévoir dans nos documents d'urbanisme la réduction ou éviter. Bon, voilà l'observation que je voulais apporter.